Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien depuis votre position. Aujourd'hui, je vous propose de suivre avec moi une introduction standard conçue en philosophie. Bien entendu, cette introduction sera une passerelle pour vous, un moyen de pouvoir faire les introductions facilement et avec efficacité. Je pense que vous comprenez bien les choses. Trêve de blablatage, entrons dans le vif du sujet. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de vous abonner surtout et de la partager afin d'être toujours au parfum de nos prochains contenus. Sur ce, let's go. Donc, dissertation philosophique pour réussir l'introduction sans problème. Donc, on le sait tous, avant même de commencer, je vous présente la structure de l'introduction en dissertation philosophique. Vous avez d'abord besoin de ce qu'on appelle la généralité, c'est-à-dire la phase préliminaire qui va vous permettre d'amorcer le sujet. Ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle la reformulation du sujet. Le sujet qui a été donné, vous reformulez le sujet en question. Ce qui signifie que, bien entendu, si le sujet est donné sous forme affirmative, sa reformulation sera sous forme affirmative. Et s'il est sous forme interrogative, sa reformulation, bien entendu, sera sous forme interrogative. Après cela, nous avons besoin du problème et le plan. Si vous avez tous ces quatre éléments, je pense que dans tout sujet de dissertation philosophique, cette méthode que je vous présente tout à l'heure pourra certainement vous aider. Sur ce, on poursuit. Donc, il va pour cela avoir besoin de ce texte, le texte en question. Nous allons le lire ensemble et je vais vous présenter, montrer comment l'utiliser. Le texte est le suivant. La question 2, entre parenthèses thème, est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que auteur qui défend la thèse restent convaincus que As2. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, As2, au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. Reformulation du sujet, autrement dit, problème. L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Aspect d'analyse. On reprend encore la question 2. Ici, le thème est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que auteur qui défend la thèse, c'est-à-dire l'As1, restent convaincus que As2. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, As2. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. Deux points, reformulation. Autrement dit, le problème. L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci, les aspects d'analyse. Donc, ce test ici, si vous avez remarqué, il y a des éléments qui sont en rouge. Donc, le test, vous devez connaître le test, puis les éléments qui sont en rouge, en fonction du sujet qui vous sera donné, vous allez à la recherche de ces éléments. Ce qui signifie quoi? Dans tout sujet qui vous sera donné, vous allez devoir chercher ce qu'on appelle le thème du sujet. C'est vrai, en dissertation philosophique, on ne fait rien avec le thème, mais cette méthode, vous aurez besoin du thème pour pouvoir mieux la faire. Je pense que vous comprenez mieux. Donc, vous allez détecter le sujet, qu'il soit donné sous forme affirmative ou interrogative. Vous allez détecter le thème principal qui domine le sujet en question. Après cela, vous cherchez un auteur que vous pensez qu'il défend la thèse, c'est-à-dire l'As1. Donc, un auteur qui défend l'As1, qui défend la thèse, si vous l'avez trouvé, bravo. Après, vous allez donner maintenant l'As2. L'As2, c'est la thèse en fait. Donc, vous trouvez un auteur qui défend la thèse et vous trouvez maintenant la thèse. Maintenant, vous allez chercher aussi l'As2, c'est-à-dire l'antithèse. Une fois que vous avez trouvé cela, vous cherchez aussi la reformulation du sujet, vous cherchez le problème et vous cherchez les aspects d'analyse. Les aspects d'analyse, c'est quoi? C'est l'As1 et l'As2 que nous allons reprendre sous forme interrogative, ce qui va constituer les aspects d'analyse. Certains appelleront cela problématique. Je pense que vous cernez mieux. Donc, allons-y dans une phase de pratique dans laquelle nous allons mieux appréhender les choses. Donc, le sujet que nous sommes choisis, c'est le suivant. L'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? Donc, lorsqu'on regarde dans le sujet, on sait qu'on doit chercher le thème. Lorsqu'on regarde dans le sujet, quel est le thème principal qui gouverne le sujet? Donc, ici, il y a un rapport entre l'inconscient et la liberté. On se demande si l'inconscient prive l'homme de sa liberté. Donc, le thème qu'on peut trouver, c'est le rapport qui existe entre l'inconscient et la liberté. Donc, le thème, rapport entre inconscient et la liberté. On pourrait ajouter la liberté de l'homme. Donc, l'As1, c'est-à-dire la thèse, c'est le sujet sous la forme affirmative.
Le sujet, c'est l'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? Et donc, l'axe 1, on dira, l'inconscient prive l'homme de sa liberté. L'axe 2, c'est quoi? L'axe 2, c'est ce qu'on va appeler aussi l'antithèse. Donc, l'antithèse, on pourra dire, l'homme demeure un être libre malgré l'existence de l'inconscient. Donc, auteur qui soutient la thèse, on a trouvé Freud. Donc, la reformulation du sujet que nous donnons, c'est l'inconscient défini comme les petites perceptions qui échappent à la conscience empêche-t-il l'homme d'être libre? Le problème, on dira alors, l'inconscient et la liberté s'excluent-ils? Les aspects d'analyse, c'est l'axe 1 et l'axe 2 repris sous forme interrogative. Et on a dit, dans quelle mesure l'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? Toutefois, l'homme n'est-il pas un être libre malgré l'existence de l'inconscient? Donc, une fois ces éléments trouvés, on a trouvé le thème, on a trouvé l'axe 1, on a trouvé l'axe 2, on a trouvé l'auteur qui soutient la thèse, c'est-à-dire l'axe 1, on a trouvé la reformulation, le problème et les aspects d'analyse. Et donc, nous allons à la recherche de notre thèse. Donc, ici, nous allons remplacer chaque élément par son domaine ici. Donc, ici, le thème, on va mettre le thème à sa place, l'auteur qui défend la thèse à sa place, l'axe 1 à sa place, l'axe 2 à sa place, la reformulation du sujet à sa place, le problème et les aspects d'analyse. Et lorsqu'on met tout cela, voici notre introduction que nous trouvons. On va la lire ensemble. La question du rapport entre l'inconscient et la liberté est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que Freud restent convaincus que l'inconscient prive l'homme de sa liberté. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, l'homme demeure un être libre malgré l'existence de l'inconscient. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. L'inconscient, défini comme les petites perceptions qui échappent à la conscience, empêche-t-il l'homme d'être libre? Autrement dit, l'inconscient et la liberté s'excluent-ils? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Dans quelle mesure l'inconscient prive-t-il l'homme de sa liberté? Toutefois, l'homme n'est-il pas un être libre malgré l'existence de l'inconscient? Voilà, c'est un peu cela. Donc ici, vous avez bien cerné, je le pense. Donc ici, nous avons le thème ici. On a l'auteur qui défend la première partie ici. On a ici l'axe 1. Ensuite, on a ici l'axe 2. Après, on a ici la reformulation. Après, on a ici le problème et nous avons ici le plan, c'est-à-dire les aspects d'analyse. C'est un peu cela. Maintenant, si vous vous trouvez dans une zone où votre enseignant ne demande pas à ce qu'il y ait des reformulations dans l'introduction, c'est très simple. Vous ôtez la partie reformulation. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez ici, mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, l'homme demeure un être libre malgré l'existence de l'inconscient. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'introduire en ce thème et vous mettez automatiquement le problème. C'est bon et vous laissez cette histoire de autrement dit. Lorsque vous mettez le problème, vous mettez l'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Voilà. Sinon, la structure de base, c'est celle-ci. Je pense que vous comprenez mieux les choses. On poursuit avec d'autres exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses. Le deuxième sujet que nous sommes choisi, le voici. L'État est-il une menace pour la liberté du citoyen? Donc, on se demande si l'État est une menace pour la liberté du citoyen. Donc, quel est le thème qu'on peut trouver ici? Lorsqu'on regarde, on voit l'État et on voit la liberté du citoyen. Donc, en réalité, c'est l'État ici qu'on pense avoir un effet sur la liberté du citoyen. Donc, on peut se risquer de dire que le thème, il s'agit bien entendu de l'impact, de l'effet de l'État sur la liberté même du citoyen. Donc, comme thème du sujet, on a pu trouver l'impact de l'État sur la liberté du citoyen. L'axe 1, on dira le sujet sous la forme affirmative, l'État est une menace pour la liberté du citoyen. L'axe 2, on dira l'État favorise la liberté du citoyen. Auteur qui soutient l'axe 1, c'est-à-dire la thèse, on a Max Stirner. La reformulation du sujet, on dira quoi? L'État, défini comme l'organe juridico-social chargé de régulariser la vie en société, limite-t-il la liberté du citoyen? Le problème qu'on a pu trouver, faut-il supprimer l'État pour une réelle liberté du citoyen? Les aspects d'analyse. On a dans quelle mesure l'État est-il une menace pour le citoyen? Toutefois,
ne favorise-t-il pas plutôt la liberté de ce dernier? Donc, on a tous les éléments et nous allons les remplacer dans notre test en question. Voici notre test, le thème à sa place, l'auteur qui défend la thèse à sa place, l'as 1 à sa place, l'as 2 à sa place, la réformulation à sa place, le problème à sa place, les aspects d'analyse, c'est-à-dire le plan à sa place. Lorsque nous mettons, je pense que nous trouvons ce qui suit. La question de l'impact de l'État sur la liberté du citoyen est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que Max Stirner restent convaincus que l'État est une menace pour la liberté du citoyen. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, l'État favorise la liberté du citoyen. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. 2 points. L'État, défini comme l'organe juridico-social chargé de régulariser la vie en société, limite-t-il la liberté du citoyen? Autrement dit, faut-il supprimer l'État pour une réelle liberté du citoyen? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Dans quelle mesure l'État est-il une menace pour le citoyen, donc pour la liberté du citoyen? Toutefois, ne favorise-t-il pas plutôt la liberté de ce dernier? Donc, voici un peu la structure de l'introduction. Donc, nous avons pu réaliser l'introduction à partir du sujet que nous avons émis, nous avons donné. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Tous les éléments y sont. Le thème est là, l'État comme menace est là. Donc, l'auteur qui défend la thèse est là, etc. Tous les éléments sont là. Et lorsque vous allez constater, vous allez remarquer, vous allez voir qu'on trouve dans cette introduction la généralité, la reformulation du sujet, le problème et le plan. La généralité, c'est ce qui se trouve en haut ici, jusqu'à ce qu'on arrive sur la reformulation du sujet. C'est le début, c'est l'amorce, c'est le commencement. Les premières lignes du devoir qui vont créer une interconnexion avec le sujet. Ensuite, on a ce qu'on appelle la reformulation du sujet qui est là. On a le problème lui-même et on a le plan. Je pense que tout est clair. Maintenant, nous passons à un autre exemple parce qu'il faut plus d'exemples pour permettre de mieux comprendre, appréhender les choses. Le troisième exemple, le voici. L'être humain est-il esclave de son désir? Donc, l'être humain est le désir. Voilà, c'est un peu cela. Donc, ici, on se demande si l'être humain est esclave de son désir. Donc, on comprend que le désir a un effet sur le bien-être de l'homme. Voilà, le bien-être de l'homme. Donc, ici, on peut dire tout simplement l'impact du désir sur le bien-être de l'homme. Voilà, tout simplement, comme le rapport aussi entre désir et bien-être de l'homme. Donc, l'as 1, c'est l'être humain est esclave de son désir, le sujet sous la forme affirmative, bien entendu. L'as 2, le désir est libérateur. Donc, le désir favorise la liberté de l'être humain. L'auteur qui soutient la thèse, c'est-à-dire l'as 1, on a Emmanuel Kant. La reformulation, on a l'homme souffre-t-il à cause de son désir? Donc, le problème, si l'homme souffre à cause de son désir, c'est parce que le désir est une menace pour la liberté de l'homme. Donc, le problème, on pourra dire, le désir ruine-t-il la liberté de l'homme? Les aspects d'analyse, on dira, dans quelle mesure l'homme est-il esclave de son désir? Toutefois, le désir n'est-il pas libérateur? Donc, on va les remplacer par les éléments qui conviennent dans le test et puis on trouve l'introduction suivante. La question du rapport entre désir et bien-être de l'homme est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels qu'Emmanuel Kant restent convaincus que l'être humain est esclave de son désir. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, le désir est libérateur. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. L'homme souffre-t-il à cause de son désir? Autrement dit, le désir ruine-t-il la liberté de l'homme? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Dans quelle mesure l'homme est-il esclave de son désir? Toutefois, le désir n'est-il pas libérateur? Donc, on a construit notre introduction. Je pense que vous comprenez mieux. Passons à un autre exemple. L'autre exemple que nous avons trouvé est le suivant. Le rejet de la philosophie constitue-t-il un danger pour l'humanité? Donc, on se demande si est-ce que rejeter la philosophie, c'est un danger pour l'humanité. Est-ce que l'humanité s'expose à un problème, à un danger, si elle refuse de philosopher? Donc, ici,
le thème, on parlera de la valeur de la philosophie dans la société. Donc, la place de la philosophie dans la société, l'importance de la philosophie dans la société. Donc, ici, H1, on dira tout simplement, le rejet de la philosophie constitue un danger pour l'humanité. H2, on dira la philosophie est une activité caduque, dépassée. Caduque veut dire dépassée. Une activité qui n'est plus d'actualité. Voilà, c'est un peu cela. L'auteur qui soutient la thèse, c'est Bertrand Russell. On a reformulation du sujet. Ignorer la philosophie, est-ce courir un grand risque? Le problème, la philosophie a-t-elle encore de la valeur? Ah oui, c'est parce que si elle a de la valeur, c'est que la rejeter, on court un grand risque. C'est un peu cela. Les aspects d'analyse, on a dans quelle mesure le rejet de la philosophie constitue-t-il un danger pour l'humanité? Mais cette philosophie n'est-elle pas une activité dépassée? C'est-à-dire caduque qui est dépassée. Voilà, c'est un peu cela. Donc, nous allons remplacer par les éléments dans le test et on trouve l'introduction suivante. La question de la valeur de la philosophie dans la société est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que Bertrand Russell restent convaincus que le rejet de la philosophie constitue un danger pour l'humanité. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, la philosophie est une activité caduque. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. Ignorer la philosophie, est-ce courir un grand risque? Autrement dit, la philosophie a-t-elle encore de la valeur? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Dans quelle mesure le rejet de la philosophie constitue-t-il un danger pour l'humanité? Mais cette philosophie n'est-elle pas une activité dépassée? Voilà, c'est un peu cela. Donc, je pense que vous comprenez mieux les choses. Passons maintenant à un dernier exemple. Sujet. Faut-il condamner la religion? Le thème ici, c'est la place de la religion dans la société. L'as 1, il faut condamner la religion. L'as 2, la pratique religieuse est encouragée dans la société. L'auteur qui soutient la thèse, on a Karl Marx. Reformulation. Doit-on interdire la religion en tant que lien entre Dieu et les hommes? Le problème, la religion est-elle nuisible à la société? L'aspect d'analyse, dans quelle mesure faut-il condamner la religion? Mais la pratique religieuse n'est-elle pas à encourager dans la société? Donc tous ces éléments remplacés dans le test, voici ce que nous trouvons. La question de la place de la religion dans la société est elle-même une question philosophique classique qui a longtemps opposé les penseurs entre eux. Ainsi, certains penseurs tels que Karl Marx restent convaincus qu'il faut condamner la religion. Mais on trouve des personnes pour s'inscrire en faux contre cette idée. Pour ces derniers, la pratique religieuse est à encourager dans la société. Au regard de ces deux oppositions tranchées, on en vient à s'interroger en ces termes. Doit-on interdire la religion en tant que lien entre Dieu et les hommes? Autrement dit, la religion est-elle nuisible à la société? L'analyse de cette question exige de prendre en compte celle-ci. Dans quelle mesure faut-il condamner la religion? Mais la pratique religieuse n'est-elle pas à encourager dans la société? Voilà, c'est un peu cela. Je pense que vous avez mieux suivi les choses et que cette méthode vous permettra de mieux avancer, d'appréhender bien les choses. L'exigence ici dans cette méthode, c'est quoi? Il faut trouver de façon efficace le thème. Parce que ici, si vous n'avez pas bien trouvé le thème, vous allez rater cela. C'est bon? Je pense que vous avez mieux appréhendé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager surtout et de vous abonner bien entendu. Ciao, bye.